Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un update lecture sur mes premières lectures de 2024. Les 5 premiers romans que j'ai lus en cette nouvelle année. Et franchement, à part un où je suis un peu mitigée, c'est que de très bonnes lectures pour ce début d'année. Je suis hyper contente, l'année commence très bien. J'espère que ça va continuer sous ces auspices pour la suite du mois de janvier. En tout cas, je suis très contente de venir vous parler de ces 5 livres. Je vais commencer tout de suite par celui qui m'a peut-être le moins convaincue, mais qui n'était pas une lecture désagréable. Comme ça, on va faire du moins bon au meilleur. Ah, c'est pas mal ça comme idée. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, publié chez Sonatine. Pour anecdote, ça fait longtemps que j'ai ce livre dans ma pile à lire, puisque je crois que je l'ai acheté en occasion très peu longtemps après sa sortie, dans mes souvenirs, donc 2020. Il faisait partie des reliques de ma palle de l'année dernière, et donc j'avais jusqu'à février pour le lire, donc ça y est, je l'ai lu, je suis assez fière de moi. Alors je l'ai lu, non, je l'ai écouté, et franchement, je pense que c'était la meilleure façon de faire, parce que j'avais essayé de le lire une fois, et j'avais vraiment buté, j'avais bloqué, alors que je trouve que en audio, les livres un peu compliqués, un peu oniriques, ça passe vraiment bien, parce que on peut se laisser emporter vraiment, c'est moins lourd comme écriture et comme ressenti. Je trouve que c'est idéal pour de livres audio. Que vous dire de La mer sans étoiles? La mer sans étoiles, c'est l'histoire de Zachary, qui est un jeune homme un peu renfermé, un peu asocial, qui se fait pousser par sa seule amie Kat à sortir un petit peu, mais qui est très bien dans ses jeux vidéo, dans ses mondes un peu imaginaires, et il n'y a rien de mal à ça, attention. Mais du coup, un jour, il va aller à la bibliothèque et il va sortir un livre un peu au hasard et y lire un chapitre et découvrir avec stupeur que c'est un chapitre de sa vie. Il trouve ça très bizarre que sa vie soit relatée dans un livre. Va s'en suivre une espèce de, comment dire, d'épopée un petit peu mystérieuse et mystique qui va englober à la fois un côté très société secrète, mais aussi un côté un peu conte, et puis surtout un univers parallèle assez fantasmagorique presque, et avec plein de féerie, un univers très onirique, très particulier, et énormément de romans. Vous avez en fait à chaque partie des petits extraits de livres qui en fait racontent finalement une histoire même et unique, et qui raconte l'histoire de La mer sans étoiles. C'est très particulier. Franchement, je recommande absolument pas ce livre à tout le monde. Je pense qu'il faut une certaine prise de distance avec l'histoire, puisque l'histoire est vraiment alambiquée, qu'elle est très farfelue et presque même un peu bizarre, dans le sens où quand on est directement dans de la fantasy, c'est plus facile de se plonger dans des choses qui n'existent pas du tout et qui sont complètement inventées par l'auteur, alors que là on commence par quelque chose de très comment dire, ancré dans le réel, pour totalement partir dans le farfelu total. Et je trouve qu'il y a une rupture entre les deux qui est peut-être un petit peu trop brutale. Et du coup, moi je me suis un petit peu perdue dans cette lecture. J'avoue que ça n'a pas été un coup de cœur, c'était une agréable écoute, mais je pense que je suis passée un petit peu à côté du roman. Je suis passée un petit peu à côté de cet univers vraiment mystique et onirique et merveilleux et fabuleux. J'ai trouvé ça chouette, mais voilà, j'ai pas eu le coup de cœur. Je pense que je suis passée un peu à côté. C'est pas grave. Cependant, je pense que ça peut plaire à des personnes qui aiment bien les récits qui sont un petit peu farfelus, alambiqués, qui n'ont pas vraiment de sens, mais qui s'inscrivent vraiment dans une narration très spirituelle, pas dans le sens religion, hein. Vraiment spirituel et onirique, voilà. Voilà, c'est pas un roman que je recommanderais à tout le monde, mais moi j'ai passé un bon moment d'écoute, bien que ce n'ait pas été le roman le plus fabuleux. Et d'ailleurs c'est même celui que j'ai le moins aimé de tout ce que je vais vous présenter, mais en même temps j'ai beaucoup aimé le reste. Donc il n'a pas à rougir non plus. Ensuite, si on continue dans le classement, on a en 4ème place, mais alors franchement une belle 4ème place, L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, publié chez Hachette, roman qui m'a été offert par Manon de Vibrations Littéraires pour Noël, que je remercie grandement, qui est un roman que j'avais très envie de découvrir, tout simplement parce qu'il parle des rouages du temps, du voyage temporel et de tout ce que ça peut impliquer comme changement, comme obligation, comme responsabilité, et ça c'est un thème que
j'adore. Vraiment c'est un thème qui me passionne, qui m'a toujours passionnée. C'est pas pour rien que mon Harry Potter préféré c'est le prisonnier d'Azkaban. Vraiment c'est un thème qui me passionne. J'avais voulu à la base l'acheter à Montreuil, malheureusement j'ai pas pu avoir de ticket pour la dédicace. Donc je l'ai mis sur ma wishlist de Noël et Manon me l'a pris, donc très contente. Ça me dérange pas de l'avoir embroché parce que je le trouve très très beau quand même. Et je commence à prendre un peu de distance avec les collectors et les reliés et voilà. Je commence à voir différemment aussi ma façon d'acheter. Bref, c'est pas le sujet. Ce roman, c'est l'histoire de Sophie de la Pointe, qui est une chronolangue, qui donc parle avec les Oranima, qui sont des horloges vivantes, entre guillemets, qui vont pouvoir parler avec certaines personnes donc qui parlent la chronolangue et qui entendent des choses très très loin. Du coup, elles sont très utiles par exemple pour déjouer des complots ou ce genre de choses, vu qu'elles vont entendre des conversations privées à des kilomètres et vont les rapporter pour éviter, donc du coup voilà, ce genre de choses. C'est la fille d'un horloger et c'est surtout la digne héritière d'une longue lignée de tisseurs de temps qui sont des personnes qui peuvent justement donner vie aux Oranima. Sauf qu'elle, elle sait pas le faire encore. Et un jour, elle va être un petit peu... On va pas lui forcer la main, mais presque, par le frère du roi Dimitri. Il va lui demander de retourner 1 minute dans le temps avec lui. Sauf que ce que Sophie ne sait pas encore, c'est que Dimitri a énormément de mauvaises intentions. J'en dis pas plus, mais c'était vachement chouette. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Ça se lit tout seul. Il y a vraiment l'inspiration du château ambulant qui est omniprésente. Pour moi, Farandole, c'était un calcifère bis. Et c'était pas du copier-coller, c'était juste un très bel hommage. J'ai trouvé que c'était joliment fait. Ça rappelle énormément le personnage tout en lui donnant une constitution, un contexte et une personnalité propre. Mais voilà, il y avait vraiment une référence que j'ai sentie et très onirique aussi, un petit peu presque asiatique dans ce roman que j'ai trouvé très chouette. Les rouages du temps sont bien exploités. Pour les personnes qui s'attendent à des multiples voyages dans le temps, je vous le dis tout de suite, c'est pas ce qui se passe. Mais il y a énormément de réflexion sur le fait de modifier le temps, les lignes temporelles et plein de choses comme ça qui sont très intéressantes et très intrigantes et que j'ai beaucoup aimé. De manière générale, j'ai trouvé que c'était un récit très sympa, le thème m'a plu, les personnages étaient sympas, l'action était plutôt rythmée. C'est juste que j'ai trouvé que ça tirait un petit peu vraiment sur le jeunesse plutôt que le young adulte. Ça reste du young adulte mais un peu jeunesse et du coup je pense que voilà, c'est ce qui lui a manqué pour que ce soit une très 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 bonne lecture, mais c'est resté un très bon moment de lecture. J'ai passé un super chouette moment, j'étais très contente de retourner à ma lecture et en plus le tome 2 sort en avril, donc ça veut dire que je vais pouvoir commencer et terminer une saga en peu de temps. Que demande le peuple? Ensuite on va continuer dans notre petit classement de mes premières lectures de l'année avec en 3ème position La fille de l'illusionniste d'Anita Parikh qui est sortie chez Faubourg Marigny. C'est donc le titre de janvier qui est un titre qui va relater l'histoire de Lena qui est la jeune fille d'un illusionniste qui travaille dans un cirque itinérant et qui va être handicapée puisqu'elle a eu la polio quand elle était petite. Du coup ça a un petit peu retardé sa croissance et elle est dans un fauteuil roulant. Alors elle peut marchouiller mais très légèrement. Et en fait un jour elle va sauver un jeune homme qui s'appelle Alexandre et qui est de confession juive, qui est français. Et vous vous en doutez, on va partir sur un contexte de Seconde Guerre mondiale. Alors attention, la Seconde Guerre mondiale sert de contexte. Il y a certaines époques, certains passages on va dire qui vont vraiment traiter la Seconde Guerre mondiale, mais c'est quand même vachement en retrait. C'est pas un livre sur les camps, sur les machins, voilà, on n'est pas du tout dans ce genre d'histoire. Et j'ai trouvé ça très bien fait puisque on a quand même ce contexte, mais c'est pas ce qui porte l'histoire et j'ai trouvé que c'était original et que c'était hyper bien fait. On va vraiment se concentrer en fait sur Lena et sur sa façon de continuer de vivre, de se battre jour après jour, sa résilience, mais pas sa résilience par rapport à la guerre, par rapport à son handicap. Et j'ai trouvé que c'était un traitement du handicap qui était hyper bien fait. Alors je suis pas handicapée physique, donc je peux pas dire que la représentation a été très bien faite et que c'est exactement ce qu'il fallait écrire et tout machin. Mais de mon point de vue de personne valide physiquement, j'ai trouvé que ça avait été bien fait. Je voudrais pas m'avancer non plus trop parce que c'est pas mon cas, mais j'ai trouvé que c'était un roman qui était très bien fait, qui était bien traité et j'ai bien aimé suivre l'histoire de Lena qui va vraiment grandir et devenir une femme, affronter les épreuves que la vie lui met entre les pattes sans jamais trop se plaindre et juste bah voilà, continuer à avancer parce qu'il faut avancer en fait, tout simplement il faut avancer, il n'y a pas le choix. Et c'était vachement chouette. J'ai aussi beaucoup aimé les relations entre les personnages, que ce soit entre Lena et Alexandre ou même Alexandre et le père de Lena qui ont une relation
relation un peu presque filiale, puisque en fait le père de Lena va le prendre sous son aile et va lui apprendre l'illusion pour qu'il devienne un petit peu au début son assistant, puis après presque son duo en fait sur la scène on va dire. Et j'ai trouvé que du coup bah voilà, ces diverses relations étaient très belles, étaient très bien faites. Ça a été un coup de cœur pour énormément de flamboyants. Les flamboyants c'est les personnes qui sont partenaires de la maison d'édition et les filles l'avaient lu bien en amont puisqu'on l'a reçu en novembre et ça fait 2 mois que j'en entendais que du bien. Et je pense que ça a un petit peu entaché ma lecture du coup parce que je m'attendais vraiment à un coup de cœur et ça n'a pas été le cas. C'était une très bonne lecture mais pas un coup de cœur. Pour une raison notamment, c'est que ils vivent dans un milieu très aisé au début du roman et ça m'a paru pas très cohérent avec une vie de cirque et ça m'a un peu... je sais pas pourquoi j'ai bloqué là-dessus, ça m'a travaillé, voilà. Donc je pense que voilà, c'est un petit peu entaché ma lecture et puis surtout j'avais des attentes extraordinaires alors que... bah voilà, c'était un très bon livre, mais j'ai lu de meilleurs bouquins quoi. Ça n'a pas été un coup de cœur et c'est pas un livre qui restera gravé en ma mémoire pendant des mois et des mois. Mais c'était une chouette lecture, c'était original, le cirque est bien traité mais pas omniprésent non plus. Bref, c'est une lecture que je vous conseille si vous avez envie de ce genre de roman pour le début d'année, voilà. On arrive au haut du podium, mais en fait je vous dis les 5 livres que je vous ai présentés, même si je vous fais un podium, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était pas des mauvais livres, au contraire en fait j'ai eu que des bonnes lectures, je suis hyper contente, ce début d'année se passe hyper bien. Il y a juste La Mer sans étoiles où j'ai une légère déception, peut-être même pas une déception mais c'est un petit peu plus en demi-teinte, mais tout ça a été que des hyper bonnes lectures. Et on passe à La Maison aux Lumières de Donato Carisi, publié chez Calmanevi, qui m'a lui aussi été envoyé en service de presse et je n'avais jamais lu Donato Carisi mais j'en ai entendu des choses exceptionnelles, vraiment des très bonnes choses sur la toile. Vraiment je sais pas pourquoi je me suis pas lancée avant, peut-être parce que j'avais cette impression un peu faussée que ça allait vraiment me foutre la trouille, mais la trouille de ouf. Et je suis un petit peu trouillarde donc j'avais pas envie de faire des cauchemars, mais en fait finalement pas du tout. Bah, c'est un peu flippant parce que c'est un thriller et que ça parle un petit peu d'ésotérisme et de voilà, mais ça va. Franchement ça va, et si c'est moi qui vous le dis, ça va. Bref, je suis hyper contente d'avoir découvert Donato Carisi. J'ai très envie maintenant de lire tout le reste de ses romans, et notamment les 2 premiers tomes de cette saga, puisque je ne savais pas que c'était un tome 3, je ne me suis pas renseignée quand je l'ai demandé, et bah c'est pas très grave, parce que je trouve que dans les thrillers, c'est vraiment le genre littéraire où si on les lit pas dans l'ordre, c'est pas hyper grave. Mais c'est mieux quand même de lire dans l'ordre parce que notamment là on va en parler des patients qu'il a eu dans le premier et le 2e tome. Alors je vous dis des patients mais je vous ai même pas parlé d'histoire. En fait La Maison aux Lumières c'est l'histoire de Pietro Garber qui est un hypnotiseur d'enfants en Italie. Alors hypnotiseur d'enfants c'est pas un titre pour un tueur en série hein. C'est que vraiment il fait de l'hypnose. Et ses patients vont être uniquement des enfants, il n'arrive pas à faire d'hypnose sur des adultes. Et un jour on va lui amener une petite fille qui s'appelle Eva et qui semble avoir un ami imaginaire mais un peu bizarre et qui semble se faire du mal et commencer à faire du mal aux autres. Du coup il va la prendre en patiente et ce qui va le troubler c'est qu'Eva va commencer à lui parler d'une affaire qu'il a vécue personnellement quand il était petit, la disparition d'un de ses copains. Et il se dit mais comment elle connaît tous ces détails, c'est pas normal, c'est impossible. Et va s'en suivre une espèce d'enquête un petit peu haletante et angoissante par rapport à la fois à ce qui peut arriver réellement à Eva, est-ce qu'elle est schizophrène, est-ce qu'il y a vraiment des fantômes, et aussi tout simplement par rapport à l'enquête qui se passe dans son passé, qu'est-ce qui est réellement arrivé à son petit camarade puisqu'on l'a jamais retrouvé. Bref, 2 enquêtes qui se mêlent en une, et hyper contente d'avoir découvert ce titre parce que vraiment j'ai passé un super bon moment d'écoute. En plus, et ça je l'ai pas dit, c'est quand même le narrateur de l'Assassin Royal qui narre le livre audio de cette lecture. Donc autant vous dire que quand j'ai écouté, j'étais trop contente, j'avais l'impression que Fitz était là, que j'allais retrouver tous les personnages de l'Assassin Royal. Alors non, du coup c'était d'autres personnages, mais ce narrateur vraiment j'adore sa voix, j'adore sa façon de poser les mots, sa rythmique, voilà, c'est un narrateur que vraiment j'adore et je vous recommande Sylvain Agaès. Si vous voyez que c'est Sylvain Agaès qui narre une lecture audio, foncez. Voilà, après je sais pas ce que vaut le livre, mais le narrateur est génial. Bref, c'était vraiment une très chouette lecture et je me suis d'ores et déjà procuré le premier tome en poche pour pouvoir commencer un peu dans l'ordre et rattraper mon retard.
j'aimerais bien lire les 2 tomes dans l'année, histoire de... Voilà, je commence une saga, d'être à jour. En plus, je trouve que les thrillers comme ça de 300 pages, ça passe hyper bien en poche, ça se lit vite, c'est des choses que je pense je lirai peut-être cet été, puisqu'on y parle quand même d'Italie, de Sicile, de Toscane, voilà, très estival, non? Et enfin, la best lecture de 2024 pour le moment, je pense pas que ce sera la meilleure lecture de l'année tout court, mais elle aura une bonne place dans le classement quoi qu'il arrive. Il s'agit du tome 3 de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié chez l'École des loisirs, qui m'a été offert par Camille de Madame Errance, que je remercie énormément, bien que je l'ai déjà fait 1001 fois, mais elle m'a offert ce 3e tome de cette saga que j'aime tant, puisque je vous rappelle que Mémoires de la forêt a été mon livre préféré de l'année dernière. Il m'a vraiment bouleversée, mais bouleversée. Le tome 2 est une très chouette lecture et le tome 3 l'est tout autant. Ils égaleront pas le premier tome, qui pour moi était vraiment exceptionnel, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, puisqu'en plus il touche une thématique d'une maladie qui a touché ma famille, donc forcément j'étais d'autant plus impliquée. Mais ce 3e tome était très chouette. On va suivre Bartholomé Renard, qui est un petit garçon. Ses parents sont partis à l'aventure et ne sont jamais rentrés, et ça l'inquiète. Et du coup il va demander à son oncle Archibald, qui est le héros des 2 premiers tomes de Mémoires de la forêt, de l'accompagner, de prendre le train direction le Grand Nord afin de pouvoir retrouver ses parents. Et en chemin il va rencontrer notamment un jeune ourson qui est tout seul et qui semble un petit peu abandonné et qui semble avoir fugué de sa famille. J'en dirai pas plus parce que j'ai peur de donner des éléments de l'intrigue, mais c'était hyper réconfortant, c'était ma première lecture de l'année, et quelle première lecture, franchement. C'est, je trouve, la saga qui va à la fois mêler du jeunesse un peu réconfortant et aussi des thèmes très durs qui vont faire pleurer, et je trouve que c'est une saga qui a vraiment une double lecture. Vous pouvez vraiment le lire de façon différente en étant adulte ou en étant enfant, et je pense que la lecture en étant adulte est hyper percutante, tandis que la lecture enfant serait plus douce et plus mielleuse presque, alors que la lecture adulte elle fait mal en fait, elle fait mal au cœur, on pleure, on n'est pas bien, et en même temps à la fin c'est doux amer parce que c'était si beau que même si c'était dur, bah on est content d'être passé par là. C'est très bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment mon ressenti. Je trouve que Michael Brun-Arnaud, il a un talent pour raconter les choses dures de manière très très belle. Les illustrations sont magnifiques, clairement, comme à tous les tomes, et j'ai passé un excellent moment. Voilà, j'ai rien de plus à dire, c'était une très belle lecture, je suis hyper contente de l'avoir lu. Merci Camille de me l'avoir offert, c'était trop chouette, et commencer l'année là-dessus, ça peut qu'envisager de belles choses. Et voilà, on est arrivé à la fin. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji flocon de neige pour Mémoire de la forêt. Et puis je vous remercie évidemment de tout le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Je suis super contente de vous retrouver 2 fois par semaine. Alors comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a des semaines où ce sera 1 fois parce que j'aurai pas le temps, mais je suis vraiment contente d'avoir repris ce rythme avec la nouvelle année. Là ça me fait grave du bien, je suis super contente de vous retrouver plus souvent. Merci de tous les commentaires que vous avez laissés sur mes dernières vidéos pour m'aider à reprendre un petit peu de visibilité, ça m'a beaucoup touchée. J'adore échanger avec vous, n'hésitez pas à venir me parler même sur Instagram. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo qui normalement sera les sagas en cours, et là il va y avoir du travail. Il va y avoir beaucoup de travail pour faire cette vidéo, mais ça va aller. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.